behind the Charlie Cox assassination. I don't know what you're And saying. Mr. President, What do you think about the people? Mr. Hey, President, Mr. President. when, Mr. President, are you planning to bring both presidents, the president of Congo, Felix Tshisekedi, and president of Rwanda, They're coming soon. They're coming soon. And as you know, I spoke to their foreign ministers. They were here a couple of weeks ago, as you remember. And they'll be coming soon. The presidents are coming very soon. What do you think? This week, Mr. President, I witnessed more than 60 people in DRC Congo were killed. There is people affiliated with ISIS. Terrorist groups are taking advantage because of the situation going on because of the war. So what is your word for Congolese people? Well, we're going to be talking to them. As you know, we are talking to them. It's a very violent place. It's very, very violent. For a long time, it's been going on for 30 years, 35 years even, they say. But we're going to handle it. Thank you. What do you think about the Behind the Charlie Cox assassination. I don't know what you're And saying. Mr. President, What do you think about the people? Mr. President, Hey, Mr. President. when, Mr. President, are you planning to bring both presidents, the president of Congo, Felix Tshisekedi, and president of Rwanda, They're coming soon. They're coming soon. And as you know, I spoke to their foreign ministers. They were here a couple of weeks ago, as you remember. And they'll be coming soon. The presidents are coming very soon. What do you think? This week, Mr. President, I witnessed more than 60 people in DRC Congo were killed. There is people affiliated with ISIS. Terrorist groups are taking advantage because of the situation going on because of the war. So what is your word for Congolese people? Well, we're going to be talking to them. As you know, we are talking to them. It's a very violent place. It's very, very violent. For a long time, it's been going on for 30 years, 35 years even, they say. But we're going to handle it. Thank you. What do you think about the Trump convoque Tshisekedi et Kagame à Washington. Sommet sous tension. Bonsoir et bienvenue sur Africa Flashes. L'annonce est tombée comme un coup de tonnerre. Donald Trump, président des États-Unis, a confirmé que Félix Tshisekedi et Paul Kagame seront attendus à Washington dans les prochains jours. Mais une question plane. Kagame viendra-t-il vraiment alors que son régime est fragilisé, son image internationale ternie et que son rôle dans les violences en République démocratique du Congo est de plus en plus dénoncé? Ce face-à-face pourrait marquer un tournant historique pour la région des Grands Lacs, où la guerre, la diplomatie et la course aux minerais stratégiques s'entremêlent depuis 3 décennies. Accrochez-vous, car ensemble nous allons explorer les dessous de ce rendez-vous, les enjeux visibles et invisibles, et les scénarios qui pourraient redessiner l'avenir du Congo, du Rwanda et même de l'Afrique. Bonsoir chers abonnés, et merci d'être avec nous une fois encore sur Africa Flashes. L'événement que nous abordons aujourd'hui dépasse largement le simple cadre d'une rencontre diplomatique. Ce qui se joue à Washington, c'est la confrontation entre 2 visions, 2 réalités et 2 destins. Tshisekedi, le président congolais, porte sur ses épaules l'espérance de tout un peuple meurtri, mais déterminé à défendre sa souveraineté. Kagame, le président rwandais, incarne un régime autoritaire en perte de vitesse, dont les méthodes d'expansion et de manipulation sont de plus en plus mises à nu. Et au milieu, Donald Trump, redevenu acteur central de la scène internationale, entend marquer l'histoire en imposant une solution américaine à un conflit que d'autres puissances ont trop longtemps laissé pourrir. L'Est du Congo n'est pas une simple zone de turbulence africaine. C'est l'épicentre d'un drame humain, politique et économique qui dure depuis 1996. Plus de 6 millions de morts, des millions de déplacés et des générations entières sacrifiées. Les Congolais n'ont jamais cessé de dénoncer ce paradoxe. Être assis sur des montagnes de richesses, mais vivre dans la misère et la guerre. Car chaque coltan, chaque gramme d'or,
chaque lingot de cobalt extrait du sol congolais alimente une chaîne internationale qui enrichit des multinationales, des États et des régimes voisins, mais pas la population locale. Depuis son arrivée au pouvoir en 1994, Paul Kagame a construit une stratégie claire, présenter le Rwanda comme un modèle de stabilité et de développement, tout en exploitant les troubles au Congo. Sous prétexte de neutraliser les milices Hutus, responsables du génocide, il a multiplié les interventions militaires sur le sol congolais. Mais derrière ce discours sécuritaire, des rapports de l'ONU, des ONG et même des gouvernements occidentaux ont accumulé des preuves accablantes. Kigali a systématiquement pillé les ressources congolaises et entretenu l'insécurité à travers des groupes comme le M23. Donald Trump, en confirmant la venue de Kagame à Washington, envoie un signal inédit. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne cherche pas à ménager Kigali au nom d'une culpabilité post-génocide ou d'une prétendue stabilité régionale. Il parle ouvertement de violences endémiques au Congo, il mentionne le chiffre de 60 morts en une semaine, il évoque la présence de terroristes affiliés à Daesh. Mais surtout, il promet de gérer la situation. Ces mots, prononcés devant la presse, ne sont pas de simples formules. Ils traduisent une volonté américaine d'entrer directement dans le jeu, d'imposer une solution et d'utiliser la puissance diplomatique et économique des États-Unis pour forcer un changement. Pour Tshisekedi, cette convocation est une opportunité inespérée. Depuis 2019, il s'efforce de briser l'héritage de Joseph Kabila, qui avait transformé la présidence congolaise en marionnette au service de Kigali. Tshisekedi a engagé des réformes, renforcé les FARDC, donné une place au Wazalendo et mené une diplomatie offensive auprès de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne et même de la Russie. Sa stratégie est claire. Internationaliser la cause congolaise, montrer que l'agression du Rwanda n'est pas une affaire locale, mais une menace pour la stabilité mondiale. À Washington, il pourra confronter Kagame devant Trump et le contraindre à répondre aux accusations qu'il a toujours éludées. Mais la grande question demeure, Kagame viendra-t-il? Tout indique qu'il est acculé. Son image internationale s'effondre. Ses alliés traditionnels, comme la Grande-Bretagne et la France, prennent leur distance et des rumeurs persistantes font état de problèmes de santé graves. Ses opposants, qu'ils soient exilés à l'étranger ou muselés à l'intérieur du pays, multiplient les critiques. Ses propres partisans commencent à douter. Refuser Washington serait un aveu de faiblesse, une reconnaissance implicite de son isolement. Mais s'y rendre, ce serait se soumettre à une pression qu'il n'a jamais acceptée auparavant. Trump, en parlant de 30 à 35 ans de violence dans l'est du Congo, a rappelé que ce conflit n'est pas nouveau, mais il a aussi souligné l'urgence. Les terroristes prospèrent dans le vide laissé par l'État congolais et par l'impunité accordée au Rwanda. Pour les États-Unis, qui redoutent l'expansion de groupes affiliés à l'État islamique en Afrique, la stabilisation du Congo est désormais une priorité sécuritaire. Et quand la sécurité nationale américaine entre en jeu, la diplomatie change de ton. La rencontre de Washington sera un théâtre où chacun jouera sa carte. Tshisekedi arrivera avec le poids de son peuple, la légitimité de ses réformes et l'appui grandissant de la diaspora congolaise. Kagame, s'il ose venir, tentera de rejouer sa vieille partition, le héros qui a sauvé le Rwanda du génocide et qui combat les terroristes. Mais cette fois, les preuves sont trop nombreuses, les accusations trop lourdes et la patience de Washington trop mince pour qu'il puisse encore convaincre. Quant à Trump, il veut incarner le président qui aura réglé un conflit vieux de 3 décennies et garanti aux États-Unis un accès privilégié aux minerais stratégiques du Congo. Il faut aussi comprendre
que cette rencontre s'inscrit dans un contexte mondial tendu. La rivalité entre les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, se joue désormais en Afrique. La RDC, avec son cobalt indispensable aux batteries, est au cœur de cette bataille. Washington ne peut plus se permettre de laisser Kigali semer le chaos et détourner les richesses congolaises au profit d'intérêts opaques. En soutenant Tshisekedi, Trump protège non seulement la sécurité régionale, mais aussi les intérêts économiques américains. Mais le plus grand défi sera la suite. Si un accord est trouvé à Washington, comment sera-t-il appliqué? Le Rwanda acceptera-t-il réellement de retirer ses troupes et ses supplétifs du Congo? Les FARDC auront-elles les moyens de sécuriser les zones libérées? Les Wazalendo, galvanisés par leur résistance populaire, accepteront-ils une démobilisation encadrée par l'État? Et surtout, les Congolais verront-ils enfin la fin d'un cycle de trahison, de fausses promesses et d'accords sabotés? Car il ne faut pas se leurrer. Kagame a souvent utilisé la diplomatie comme un écran pour gagner du temps. Chaque cessez-le-feu, chaque accord signé à Nairobi, Kampala ou Luanda a été pour lui une manœuvre tactique. Le danger, pour Tshisekedi, serait de se laisser piéger dans une négociation où le Rwanda feindrait la bonne foi tout en poursuivant ses opérations en coulisses. Mais l'heure est différente. Le rapport de force a changé. La diplomatie congolaise est plus offensive, les FARDC mieux organisés, les Wazalendo déterminés et la population plus consciente que jamais. Washington, sous Trump, pourrait offrir le dernier levier nécessaire pour briser ce cercle vicieux. Alors, Kagame viendra-t-il à Washington? S'il refuse, il s'isolera encore davantage et perdra les derniers soutiens qui lui restent. S'il accepte, il devra affronter une vérité qu'il a longtemps évitée. La communauté internationale n'est plus prête à fermer les yeux sur ses agissements. Dans les deux cas, c'est Tshisekedi qui a l'avantage. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous? Ce sommet marquera-t-il le début de la fin pour Kagame? Ou sera-t-il une nouvelle occasion perdue pour le Congo? Restez connectés à Africa Flashes, car l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. De Marcoman, immatriculation 7380 AZ 01 en provenance de Mbujimaï vers Kananga s'est renversé après avoir cogné un casse-vitesse sur cette route en pleine construction. Les conducteurs de ces camions lourdement chargés des marchandises étaient en état d'ivresse et conduisaient à vive allure, expliquent quelques témoins de l'événement. Les conducteurs, en fait, n'étaient pas dans un état normal. C'est-à-dire que ce véhicule a connu un accident. Puisque la grande vitesse que j'ai vue, jamais vue. C'est là aussi ligne de passagers qui étaient dans le véhicule. Nous avons même parlé que le chauffeur n'était pas en bon état. Il était dans un état d'ivresse. Le véhicule s'est renversé, c'était à 18h30. On a trouvé assez de cadavres sur terre, à peu près 22 personnes. Alors il y avait aussi des blessés. On a amené des blessés en Mbujimaï. Jusqu'à midi de ce jeudi, plusieurs corps étaient toujours longés à même les sols. Certaines familles des victimes se débrouillent par moto pour évacuer leurs cadavres. Une ambulance a été dépêchée dans la matinée pour évacuer quelques blessés, mais les cadavres dont les familles ne sont pas proches sont toujours au sol. D'où les cris d'alarme de la population aux autorités pour une intervention rapide afin d'éviter la décomposition des corps. Trois personnes, deux femmes pour mon grand frère et un enfant de 4 ans. Et l'État n'a pas même songé à prendre la charge pour tous ces mondes. Le village de Mwanzalomba se situe à 30 km de la ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Nous sommes allés trop vite en besogne. Vous venez là de suivre l'accident de circulation qui s'est produit sur la nationale numéro 1 au Kasaï oriental.
Poursuivons ce journal, la sécurité et la situation humanitaire au cœur de l'entretien entre le gouverneur de cette province et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC chargé des questions humanitaires en visite officielle à Bunia en Ituri. Des grands points ont cerné la rencontre entre ces deux personnalités. Primo, la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province. Segundo, la situation humanitaire, conséquence de violences armées. Ces diplomates ont salué de vive voix les efforts des forces de défense et de sécurité qui ont récemment récupéré plusieurs sites miniers qui alimentaient les groupes armés. Et sur ce point, je voudrais aussi souligner tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de la province sous le leadership du gouverneur par rapport à essayer de faire un peu le ménage par rapport à l'exploitation illicite, illégale des ressources naturelles, notamment sur la question minière, donc vraiment contrôler. Donc pour l'instant c'est arrêté et puis contrôler la légalité des acteurs économiques et puis vérifier, il y a des choses à vérifier, est-ce qu'ils sont là légalement, est-ce qu'ils ont les papiers, est-ce qu'ils sont enregistrés, est-ce qu'ils emploient du personnel congolais, il y a toute une série de critères, est-ce qu'ils protègent l'environnement. Et je pense que ça, c'est le début d'un cercle vertueux qui doit vraiment être appuyé, puisque la plupart des conflits trouvent leurs racines dans cette exploitation illicite des ressources naturelles. Donc on encourage vraiment tous ces efforts. Ce cadre onusien a réitéré l'appui des Nations Unies à l'administration militaire dans le cadre de protection des populations civiles. Donc c'est un encouragement aussi à travailler avec les autorités provinciales pour appuyer tous les retournés, pour ce qu'on appelle des solutions durables, appuyer le retour des gens, appuyer leurs activités économiques, puisque beaucoup de ces conflits ici, c'est lié. Entre sécurité, gouvernance minière et situation humanitaire, cette visite diplomatique marque un signal fort de plus et atteste que la communauté internationale reste engagée aux côtés des autorités congolaises. Objectif, faire fumer les calumets de la paix à la population iturienne de manière particulière. Revenons au Nord Kivu où près d'une centaine de civils ont été tués dernièrement en coups de machette et en balles en Toyo, territoire de Lubero. Ces victimes de la barbarie terroriste ADF ont été portées en terre aujourd'hui. Les précisions dans ce reportage. Atmosphère lourde de chagrin dans la localité d'Ntoyo, territoire de Lubero, et aussi à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les équipes de la Croix-Rouge et d'autres volontaires, sous l'encadrement de l'autorité provinciale, s'affairent à inhumer les civils victimes des attaques de forces démocratiques et alliées EDF. Près de 100 civils ont perdu la vie à coups de machette et de balles alors qu'ils étaient en pleine veillée mortuaire. D'autres civils, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été incendiés dans leur maison. Certains habitants d'Ntoyo ont été enlevés et amenés vers une destination inconnue. L'inhumation de ces paisibles citoyens remonte à la surface la question de la sécurité des personnes et de leurs biens dans ces zones victimes le plus souvent de l'activisme du mouvement terroriste EDF. D'aucuns suggèrent l'augmentation des effectifs militaires dans le cadre des opérations Ushuja menées conjointement par l'armée ougandaise UPDF et celle de la République démocratique du Congo, le FARDC. En Ituri, le projet d'installation des lampadaires sur les artères de la ville de Bunia renforce de plus en plus la sécurité et présente un bel aspect. Cette initiative de l'administration militaire de cette province a été saluée par les habitants de cette ville. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dévoile une beauté exceptionnelle, même tard dans la nuit. Cette image captée le mardi 9 septembre, alors que les léopards de la RDC affrontaient les lions de la Teranga du Sénégal, illustre l'essor urbain rendu possible grâce au projet d'asphaltage et d'éclairage public désormais visible à travers la ville. Ici sur l'axe Bankoko-Opas, les habitants témoignent d'un changement concret et saluent ce que le qualifie de travail titanesque réalisé sous l'impulsion de l'administration militaire. Pendant beaucoup de temps, nous marquons en Ituri, dans la ville de Bunia précisément, mais à travers les gouvernements de l'état de siège, on a hissé la PADERS. On doit comprendre que nous sommes dans une nouvelle province. On doit avoir
une nouvelle province avec une nouvelle mentalité et puis une nouvelle dimension de réflexion. Je circule en toute quiétude, je sors de 14h à 23h pour exercer mes activités. Ce que le gouverneur a fait dépasse notre entendement. Je suis content parce que la ville maintenant est bien. L'appui du gouvernement pour la population, malgré on est en état de siège, la ville est en train d'être modernisée par notre gouvernement. Le responsable de l'office des voiries et drainage, Jacques Kibomi, qui supervise ces travaux, met en avant l'appui décisif du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. L'éclairage public est très important, même le nom le dit. Éclairage public, c'est pour éclairer tout le monde qui passe sur la route. Ça contribue à la sécurisation de la route. Non seulement la route en termes de l'ouvrage, mais surtout aux usagers de la route. Ces images symbolisent les fruits des efforts menés dans le cadre de l'état de siège instauré par les commandants suprêmes, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moins de 5 ans après, Bunia affiche déjà une nouvelle identité urbaine, source d'une fierté pour un peuple iturien résolument engagé dans les processus de paix et de reconstruction. Il est désormais installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières dans le Haut-Katanga. Dr Kalamba Akei a reçu la mission de porter haut l'étendard de cette structure du ministère de la Santé publique. Il est désormais officiellement installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF au Katanga, le Dr Kalamba Akei, bienvenue. Sa nomination à ce poste avait été entérinée le 8 mai 2025 par arrêté ministériel à travers la commission d'affectation collective du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Roger Samuel Kambamulanda. La cérémonie officielle de remise et reprise s'est tenue le 9 septembre 2025 à la coordination provinciale du PNHF à Lubumbashi, entre le nouveau coordonnateur et l'inspecteur Jean-Marie Klondanzazi qui a assuré l'intérim du coordonnateur sortant Patrick Ilunga Kabujimoumé. L'événement a été présidé par les chefs de division provinciale de la fonction publique actifs au Katanga, Célestin Katolomulobe, en présence du médecin inspecteur provincial, du chef de division provinciale de la santé, des agents et cadres, ainsi que d'autres autorités administratives et judiciaires. Après la lecture du procès verbal officialisant cette installation et dressant un état des lieux du PNHF au Katanga, la cérémonie de signature des documents a eu lieu, suivie de la remise des insignes, instruments de travail et objets symboliques des commandements de ces services étatiques au nouveau coordonnateur. Dans son allocution, le docteur Kalamba Akei, bienvenue, a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et locales, citant particulièrement le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kambamulanda, ainsi que la directrice nationale du programme national de l'hygiène aux frontières, Madame Wivine Gandou, pour la confiance placée en lui. S'adressant aux agents et cadres du PNHF au Katanga, le nouveau coordonnateur a lancé un appel à l'unité, à la solidarité et à l'amour du travail bien fait afin de poursuivre efficacement la mission essentielle de ces services qui est le contrôle sanitaire aux frontières. Que jusqu'avant sa nomination, il était chef de service chargé de la brigade de la police sanitaire PNHF Kinshasa après avoir assumé plusieurs fonctions au même programme dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. Les travaux d'élargissement de l'aéroport de Mavivi au Nord Kivu vont bon train. Découvrez-le dans ces reportages. Construite sur fonds propres du gouvernement provincial, cette extension de la piste de 3600 mètres marque une étape décisive pour les transports aériens dans la région. Les travaux sont supervisés de près par le général-major Kakule Somo Evariste, gouverneur de la province du Nord Kivu, une figure clé du développement de cette infrastructure essentielle. Les premiers kilomètres de la piste sont en pleine transformation. Les ouvriers s'affairent sous un soleil radieux, déterminés à faire avancer ces projets ambitieux. L'asphalte qui sera bientôt appliqué symbolise non seulement une amélioration des infrastructures, mais aussi un espoir pour les habitants de la région, comme confirme ici l'ingénieur topographe. Clairement, sur le plan économique, ça va booster partout, même le secteur agricole, avec nos opérateurs qui font l'exportation du cacao, des légumes, de quoi. Au lieu de passer par la route terrestre, qui dure longtemps, qui prend beaucoup de temps, il y aura des vols directs. La population locale attend avec impatience cette amélioration. Il y a plusieurs délégations qui arrivent ici,
mais se limite seulement soit à la visite, aux analyses, pose de la première pierre. Mais cette fois-ci, nous voyons un changement avec la détermination du gouverneur de la province. L'extension de la piste de l'aéroport de Beni-Mavivi ne se limite pas seulement à une question de transport. Elle souligne également l'engagement du gouvernement provincial à construire un avenir meilleur pour ses citoyens.